Donc rapidement, on va commencer juste en 2 minutes en parlant de quelques définitions pour voir les cas cliniques. Donc généralement, quelle que soit la maladie neurologique organique, il va donner potentiellement 3 types de symptômes. Des symptômes neurologiques focaux, que ce soit des symptômes moteurs, des symptômes sensitifs, des troubles de l'équilibre, des crises épileptiques, tout ce que vous voulez. Mais à côté de ça, ces maladies neurologiques organiques peuvent donner d'autres symptômes non neurologiques de type psychiatrique. On peut avoir un syndrome délirant, une névrose, une psychose. Et puis, on peut avoir des troubles plutôt neuropsychologiques, des troubles neurocognitifs, des troubles de mémoire, de jugement, de raisonnement, bref, une atteinte des fonctions supérieures. Donc, n'oubliez jamais qu'une atteinte neurologique organique peut avoir des symptômes psychiatriques et neuropsychologiques. Donc, par rapport à la définition, si vous cherchez sur Google et PubMed, sachez que lorsque vous avez des symptômes psychiatriques en rapport avec les maladies neurologiques organiques, on parle de symptômes neuropsychiatriques. Lorsqu'on parle de maladies neurologiques qui va causer des symptômes psychiatriques, on parle de maladies neuropsychiatriques. Donc, gardez l'esprit pour faciliter la recherche sur PubMed, Neuropsychiatric Syndromes et Neuropsychiatric Disorders. Donc, généralement, une maladie neurologique va donner, bien sûr, on a dit les signes et symptômes neurologiques, mais également va donner toute une variété de symptômes psychiatriques, en commençant par le délire, les syndromes névrotiques, les troubles de l'humeur, les hallucinations, les troubles de comportement, et les psychoses, et puis les troubles des fonctions supérieures, la mémoire, le jugement, les raisonnements, la parole. Donc, rapidement, en 3 messages, sachez que les maladies, que les troubles neuropsychiatriques ou les symptômes psychiatriques peuvent être le mode de révélateur ou le symptôme principal d'une maladie neurologique organique. Deuxièmement, sachez que ces troubles psychiatriques, ces symptômes psychiatriques n'ont rien de spécifique pour s'orienter vers une maladie neurologique organique. Et troisièmement, sachez que ces symptômes psychiatriques, ils peuvent être authentiques et semblables à d'authentiques maladies psychiatriques. On peut avoir carrément un tableau d'AVC qui va se révéler par un syndrome frontal, c'est le cas le plus simple. Donc on va aller rapidement voir les cas cliniques. Et là, je partage avec vous cette observation de ce patient âgé de 42 ans, marié et père de 3 enfants, avec un antécédent de tabagisme. On aimerait bien que, juste après la présentation, que tout le monde intervienne par rapport à l'interprétation des images, les hypothèses diagnostiques. Donc, c'est un patient qui a comme antécédent un tabagisme chronique, éthylisme, consommation occasionnelle de cannabis, qui vient parce qu'il a installé depuis 6 mois et de façon insidieuse, vraiment progressive, insidieuse, un tableau purement psychiatrique. D'ailleurs, c'est un malade qui a été pris initialement en charge par les psychiatres. Donc, il a fait des hallucinations visuelles et auditives. Il a un délire de persécution. Et puis, il a un trouble de comportement avec des fugues répétitifs. Donc, ces troubles psychiatriques, ils ont engendré un impact majeur sur la qualité de vie sociale et professionnelle. Donc, ce qui a motivé le patient à aller consulter chez les psychiatres. Après toute une évaluation, le patient a été mis sous traitement, des traitements antidépresseurs, anxiolytiques et des traitements neuroleptiques, sans amélioration. Le patient, on le récupère dans notre consultation neurologie parce qu'il a commencé à installer des troubles neurologiques focaux type moteur. On admet le patient, à la consultation, on trouve à côté de ce tableau psychiatrique un syndrome cérébelleux authentique statocénitique avec un examen général qui est tout à fait normal. Donc à ce stade-là, devant ce tableau qui est riche sur le plan psychiatrique et sur ce tableau se greffe un syndrome cérébelleux statocénitique, est-ce que vous avez des hypothèses diagnostiques? Qui commence? Une encéphalopathie paranéoplasique avec un syndrome cérébelleux paranéoplasique. Tout à fait d'accord. Effectivement, un tableau comme ça, des troubles moteurs avec un tableau psychiatrique, une encéphalopathie. Effectivement. Un sujet jeune qui commence des troubles de l'équilibre ou troubles de la marche, il a quel âge? En général, on dit après 50 ans, troubles de la marche, 50% peuvent être paranéoplasiques. D'autres hypothèses, parce que c'est quand même quelqu'un qui... Effectivement. Une cause inflammatoire, par exemple un neuro-B7, c'est possible. Neuro-B7 à révélation psychiatrique. Ça court pas les rues non plus, mais c'est pas... Classiquement, c'est des modes d'installation aigus. Exactement.
C'est des maux d'installation aiguë. Et souvent, les troubles psychiatriques viennent après. Personnellement, tu en as déjà vu des troubles psychiatriques? Moi, personnellement, j'en ai jamais vu. La maladie de système qui va donner, qui est révélatrice de troubles, c'est pas des troubles psychiatriques, généralement le lupus. C'est le lupus. C'est classique de voir un tableau inaugural sous forme de trouble psychiatrique. Une cause infectieuse, donc la syphilis, alors. Ouais. C'est le classique. Un sujet jeune qui fait des troubles psychiatriques, parmi les causes, c'est la syphilis, mais il y a aussi le VIH. Donc ça reste quand même dans le basique, c'est-à-dire il faut absolument le chercher, quel que soit le patient. Un sujet jeune, trouble psychiatrique, trouble de la marche. On a tendance à oublier la syphilis quand même. On l'a connue il y a très longtemps, mais de plus en plus rare, mais il faut quand même se rappeler de la syphilis et du VIH. Donc effectivement, notre raisonnement est porté vers ces étiologies, causes toxiques, toxiques, infectieuses, carencées, paranéoplasiques, des vascularites du système nerveux central, avec un tableau psychiatrique par la suite des signes focaux. Et puis, on a également évoqué un processus occupant l'espace qui peut être révélateur de ça. Donc, bien sûr, vous allez demander une imagerie. Oui. Donc là, on vous donne le scanner. Qui veut se lancer? Hors Roujda. C'est pas grave, même si, c'est-à-dire on va s'aider, on va s'entraider. Yallah, qui est le courageux? Yassine? Donc généralement, vous ne voyez rien. C'est tout à fait normal. Même si on voit rien, on dit on voit rien. C'est pas grave. Donc sur ce scanner, on va éliminer tout ce qui est processus occupant l'espace. Dis-moi, au niveau protubérantiel, il y a quelque chose ou pas? Effectivement, on a tiqué sur cette hypodensité, effectivement. Bien vu, professeur Motet, sur ces hypodensités, mais sincèrement, on les a pas retenues. D'accord. L'essentiel, le scanner nous a aidé pour éliminer un certain nombre d'étiologies, notamment une tumeur. Il n'y a pas plein d'hypodensité pour évoquer une vascularite. La même chose, il n'y a pas d'hydrocéphalie, il n'y a pas de dilatation. Non. Pour ne pas passer à côté de séquelles, de méningite. Un petit degré d'atrophie peut-être, non? Tiré par les cheveux? Oui. Donc, vous aurez besoin de quoi après? On fait une IRM, yallah. Donc malheureusement, on n'a pas toutes les séquences. Voici la séquence qu'on a. On va faire en descriptif. On n'a pas besoin de diagnostic maintenant, mais juste en descriptif. Qui veut se lancer? Voilà, ouais. Là, on voit. Déjà, c'est une IRM copaxiale. Ouais. En séquence T1 injectée. Et vous voyez, allez-y. Alors, c'est une IRM cérébrale, coupe axiale, séquence T1 injectée. Donc, on a des hypersignaux multiples, donc de la substance blanche. Donc, ça témoigne d'une prise de contraste donc parenchymateuse en sus et en sous-tentorielle. Et cette prise en charge, tu l'as décrit comment? Floconneuse, fuyant, oui. Punctiforme, exactement, exact. Effectivement. Donc, plusieurs images qui prédominent, si vous faites attention, ça prédomine au niveau du tronc cérébral, au niveau pontique. D'accord? Ça, c'est au niveau pontique. Mais ça prédomine également en rostral, au niveau cérébelleux. Et ça remonte vers le mésencéphale et la région diencéphalique et mésencéphalique. Et ça touche la capsule interne. Elle est où la flèche? Ça n'existe. Voilà. Donc, protubérance, puis en postérieur, les lésions elles passent en postérieur, et puis ils remontent vers l'étage diencéphalique et mésencéphalique, et ça suit également la capsule interne. Ouais. Et toutes les lésions, ils ont un aspect punctiforme, prenant fortement le produit de contraste. Malheureusement, on n'a pas la séquence T1. Ouais. Mais vous voyez des lésions punctiformes, Ouais, un peu partout. parfois des prises de contraste linéaire, à prédominance transcérébrale, la région diencéphalique et mésencéphalique. Ouais. Donc, est-ce que vous avez des diagnostics à évoquer à ce stade-là? Les diagnostics. Qui est la maladie neurologique qui donne toujours une atteinte du tronc cérébral et qui diffuse vers les étages diencéphaliques et mésencéphaliques?
B7. Est-ce que ça peut correspondre à un B7? C'est pas la couleur inflammatoire typique qu'on ajoute avant. Exactement. Parfait. Le BSA, c'est toujours des atteintes diencéphaliques, mésocéphaliques, bilatérales, symétriques, qui peuvent intéresser les deux thalamides. Il a bien décrit ce caractère extensif qui suit la voie corticospinale et corticomédiane. Et là, on est plutôt dans l'aspect, comme tu as décrit, floconneux, et qui prédomine au niveau de la fosse cérébrale. Qu'est-ce que vous évoquez? Est-ce qu'on peut évoquer un gliome du tronc cérébral, un lymphome, Une tuberculose? une tuberculose, Pourquoi pas? une sarcoïdose. Regardez la prise de contraste, leptoméningée, et qui suit les circonvolutions. Dans le cas d'une immunodépression? Oui, pourquoi pas? Oui. Donc on reste dans l'inflammatoire, L'inflammatoire ou l'infectieux? l'infectieux, ne pas éliminer un gliome, C'est assez atypique quand même pour l'extension de Ouais. lésion. la teinte quand même assez diffuse pour un gliome. Donc inflammatoire ou infectieux, c'est ça? D'accord. Est-ce que ça peut évoquer un aspect de biliaire d'origine infectieuse, tuberculose? D'accord. Donc vous avez besoin de quoi? D'accord. Avant de voir la paix, est-ce qu'il n'y a pas d'autres diagnostics, une maladie neurologique, où vous avez des lésions qui prédominent au niveau du tronc cérébral, qui diffusent en postérieur, Prédominant en postérieur. rostral, Ouais. en caudal, et ça peut descendre également au niveau de la moelle épinière, et ça réalise un aspect de prise de contraste forte à l'IRM, et ça réalise cet aspect de prise de contraste punctiforme lumière, à part ces étiologies-là. Bravo. Oui. Bravo. Effectivement, parmi les étiologies à évoquer devant une atteinte de nature inflammatoire, réalisant une prise de contraste punctiforme prédominant au niveau du pan et qui peut diffuser en postérieur, en rostral et en caudal, on évoque également le Klippers. Le syndrome de Klippers, qui est une encéphalopathie inflammatoire d'étiologie inconnue impliquant une infiltration périvasculaire. Donc, on a besoin de faire un bilan. Donc, regardez, on fait un agrandissement juste pour voir cet aspect. Donc, la moelle aérienne. Donc, on fait un bilan. Donc, bien sûr, vous demanderez le LCR. Donc, c'est un LCR qui est une cytorachie normale avec une légère hyperprotéinurie à 0,97. Sinon, tout le reste du bilan, à la recherche de cellules paranéoplasiques dans le LCR. Merci. Un syndrome inflammatoire, le bilan de la tuberculose qui était négatif, le bilan de la tuberculose, de la sarcoïdose. Bref, on a fait tout un bilan qui était strictement normal, mis à part cette hyperprotéinurie. Donc, On retient donc, le syndrome de Klippers. donc finalement, on retient le syndrome de Klippers. Klippers. Pourquoi qui est on un retient ce diagnostic syndrome de d'élimination. Klippers? Devant le tableau clinique, une atteinte qui prédomine, une atteinte cérébraleuse qui prédomine le tableau, une atteinte de certains pères crâniens, notamment une atteinte faciale sensitive, une ataxie, une diplopie, avec un aspect radiologique typique, en éliminant les autres étiologies, notamment toutes les étiologies inflammatoires qui touchent le tronc cérébral. Il faudrait évoquer le Klippers et on donne beaucoup d'importance à l'aspect radiologique. Ça, c'est l'évolution. Donc, c'est un patient qui a reçu du bolus de corticoïdes avec initialement une corticorésistance et par la suite, il a reçu de l'endoxone avec une rémission totale. Nous sommes actuellement à 4 années de recul avec toujours ce nettoyage radiologique et le patient, il est libre de rechute. Donc, En fait, quand on a vu un Klippers, on se rappelle. Exactement. C'est extrêmement rare. C'est une entité qui a été décrite en 2010. Donc, c'est une maladie inflammatoire chronique du système nerveux central, d'étiologie inconnue. Généralement, c'est l'adulte jeune entre 40 et 50 ans. Ça donne des lésions inflammatoires sur le plan histopathologique, une infiltration périvasculaire, faite principalement de ces lymphocytes TCD3, avec d'autres populations lymphocytaires. Sur le plan clinique, c'est un spectre qui est dominé par des signes d'atteinte du tronc cérébral, notamment la diplopie, l'atteinte ataxique et désarthrique. L'IRM, il vous aide pour le diagnostic. Donc, l'IRM, il est important, ça doit montrer cet aspect typique de la maladie. Bien sûr, il faudrait toujours éliminer les autres maladies
Donc là, ce sont des images de certains malades, certes celui-là qui ressemble parfaitement. Et regardez cette diffusion comme notre cas, la diffusion qui suit la voie pyramidale. Et voilà, donc c'est un diagnostic, rappelez-vous de cet aspect. Donc, dans la littérature, il y a très peu de cas de syndrome de Klippers avec symptômes psychiatriques. On a trouvé ces 2 cas, notamment un tableau de démence aiguë qui a été amélioré par corticoïdes, et puis un tableau de ralentissement psychomoteur avec les troubles de l'humeur résistantes au traitement, et on fait par la suite le diagnostic de Klippers. Donc voilà, donc Beau dossier. le message clé, c'est pensez aux Klippers devant un aspect radiologique et garder cette possibilité de troubles neuropsychiatriques révélatrices de cette maladie rare. Ouais, beau dossier, donc à ne pas rater la prochaine fois. Donc rappelez-vous de cet aspect de Klippers sur l'IRM. Donc on passe à la deuxième. Le deuxième cas, c'est une femme de 44 ans, mère de 2 enfants, sans antécédents. Elle est adressée par les psychiatres pour un bilan d'organicité. C'est une patiente qui présente depuis 6 mois des troubles psychiatriques avec des propos incohérents, inadéquats, une jargonophasie, méconnaissance des proches, des objets, avec négligence corporelle, un aspect vestimentaire qui n'est pas adapté. Il fait des troubles de comportement et il fait également des phénomènes paroxystiques qui étaient interprétés initialement comme étant des CNEP. On reçoit la patiente en consultation, elle est consciente avec une indifférence affective, des orientations temporospatiales, mais on trouve quand même quelques signes de focalisation avec une marche avec fauchage, des signes pyramidaux au niveau du membre inférieur droit. Sinon, le reste de l'évaluation, il met en évidence un trouble de mémoire épisodique, sémantique et de la consolidation avec altération des fonctions intellectuelles, avec un trouble de jugement, de planification du comportement et de l'attention. Donc, à ce stade-là, est-ce que vous avez des diagnostics à évoquer? Donc, patiente qui a quand même des troubles psychiatriques, c'est ça? 44 ans, 44 qui est installée ans, de façon insidieuse, qui progressive, n'avait pas d'antécédents sans antécédents, et qui a quand même des signes organiques. organiques. Voilà. Une atteinte pyramidale Là, c'est du membre facile, quand inférieur. Hein? Une vascularite, vu les troubles bien sûr, moteurs, oui, bien sûr. psychiatriques, Tout à fait, oui. sur la périodicité sur 6 mois. Effectivement, le vascularite. Oui. Les crises épileptiques également. Secondaire. Effectivement, hein, une tumeur cérébrale. Une tumeur cérébrale, pourquoi pas? Elle focalise, elle a des crises d'épilepsie. Une tumeur frontale peut donner ça. Hein. Mhm. Toujours la neurosyphilis? Oui. Encéphalite auto-immune, Oui. en particulier. Une Qui est idée, générale, on va quand même commencer par des troubles psychiatriques. Oui. En fait, chaque fois qu'on a une épilepsie récente qui vient dans un cortège de tableaux psychiatriques, et si vous avez des signes de focalisation, et surtout si l'épilepsie renvoie vers le carrefour s'il vient operculaire, une épilepsie auto-immune à évoquer en premier. Donc une cause carentielle toute simple, Oui. qu'on peut évoquer. Ce qui dérange ici, c'est le caractère asymétrique, non? Exactement. Ouais. Ouais. Donc, bref, on est parti vers ces étiologies-là, les causes Donc, infectieuses. qu'est-ce que vous allez demander en premier? IRM. L'IRM. Donc, effectivement, on a évoqué les diagnostics que vous avez évoqués, et voilà son IRM. Une petite description. Alors, au-delà il y a un vide de signal localisé en temporal, oui, Exactement. en temporal gauche, entouré d'un hypersignal témoignant d'une gliose. Peut-être que c'est quelque chose de séquelaire. Oui. Peut-être. Oui. Après, on a des hypersignaux parenchymateux, mon bilatéral, voilà, Est-ce que la falcoriel, sur qui respecte. Est-ce que la lésion exerce un effet de masse? Oui, un peu. Un petit peu, mais pas beaucoup. Enfin, on s'attendrait à voir plus. C'est vrai. C'est-à-dire, on penserait avoir plus.
Donc, lésions kystiques, c'est ça? Oui, plutôt Et qu'ici. des lésions aussi de la substance Oui. blanche, tu penses à quoi? Kystidatique? Hydatidose. Oui. Oui, pourquoi pas. Un kystidatique. Ce qui me dérange, c'est les autres lésions. Oui, oui. Les autres D'accord. lésions pour un kystidatique. Mais s'il y avait que la lésion unique, oui. Ouais. Kystidatique. Donc, on peut D'autres passer à les autres hypothèses? séquences. Je sais pas. Non, mais je sais pas non plus. Mais ça reste à évoquer, c'est bien. Toujours dans l'interprétation, on passe les séquences en L'hypersignal T1. en pourtour injecté. n'est pas plus... c'est de l'œdème, non? L'hypersignal enflé, ça peut correspondre à À l'œdème. l'œdème. Donc, grosso modo, vous avez une lésion kystique temporale gauche. Et c'est une lésion ou deux lésions? Ça, c'est on coupe. Donc c'est la même lésion coupée en deux. Exactement. Voilà. Donc, D'autres hypothèses en dehors de du kystidatique? regardez sur le T1 injecté. Quelqu'un peut interpréter. Du métastase, pourquoi pas? Donc, Hmm? vous voyez franchement plusieurs lésions. Prenons le produit de contraste. Donc, la prise de contraste, si on a des lésions qui prennent le contraste autour de la lésion initiale. Exactement. Ah. Mais tout à l'heure, votre collègue, il parlait d'un œdème périlésionnel. Ça se voit sur la séquence T1. Ouais. Regardez. Mais il n'y a pas quand même beaucoup d'œdème. C'est pour une lésion d'origine infectieuse ou tumorale, il faut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup d'œdème. Métastase, Yacine? Oui. Il faudrait évoquer la métastase, mais regardez sur le coupe axial, on a quand même un effet de masse sur le mésencéphale. Regardez. Avec Quand une même. participation ménagée peut-être? Oui. Ouais. D'autres hypothèses? Mais il faut insister sur le fait que, à part la lésion, vous avez d'autres lésions prenant le contraste diffuses. Il y a même des lésions méningères, regardez. Les lésions Et la méningères. lésion au niveau de la corne postérieure. Exactement. Derrière, au niveau de la corne postérieure, Ouais. du ventricule latéral gauche, vous avez quand même une prise de contraste. Donc cet aspect-là, est-ce qu'il va évoquer certains diagnostics? En dehors on avait parlé donc que de la tumeur et des métas, c'est ça? Effectivement, ça peut correspondre. Vascularité, tu avais parlé. Non, c'était avant l'imagerie. Vascularité avant l'imagerie, ouais. Une TDL kystique avec de l'œdème périlésionné et même les hypersignaux, ça peut être donc dans le cadre de sa maladie inflammatoire. Mhm. C'est une lésion démyélinating, oui. C'est une lésion démyélisante tuméfactive. Ouais. Donc on peut l'avoir surtout dans la Et sclérose les, en plaques, les mais petites d'autres, lésions de prise de contraste? Ouais. Il y a une lésion kystique. Il peut expliquer un certain nombre de symptômes, Oui. mais il y a un qui montre qu'en dehors de la lésion kystique, vous avez plusieurs lésions prenant le contraste, et ce sont des lésions qui sont leptoméningées, corticales et sous-corticales. Donc plus dans les tumeurs ou les métastases peut-être? Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'on peut évoquer la sarcoïdose? Qui a parlé? La sarcoïdose, on peut évoquer la sarcoïdose. Ici. Regardez des lésions leptoméningées. Par l'aspect de la prise de contraste, je pense qu'on pourrait évoquer la sarcoïdose aussi. Ouais. Le terrain. Une tuberculose, est-ce qu'on peut évoquer ici, discuter la tuberculose? Les lésions kystiques ne sont pas... ouais. La grande lésion, elle ne fait pas évoquer tuberculome, mais les petites lésions pourraient, surtout avec la prise Oui. leptoméningée. Effectivement. Ça veut dire si on fait abstraction de la lésion kystique, Euh, à ce moment-là, tuberculose et la sarcoïdose sont les Oui. deux diagnostics à évoquer en premier. donc on garde donc métastase, sarcoïdose, tuberculose peut-être. Oui. Donc qu'est-ce qu'on fait comme examen? Vous pouvez faire une ponction lombaire là? On n'a pas. Justement, c'est la question que je pose. Ouais, moi j'oserais pas. Exactement. Donc ça, ce sont les autres séquences. Mais en tout cas, pour le bilan, elle n'a pas fait. Ouais, Vous avez vu.
quand même qu'il y a un effet de masse sur le mésencéphale. Mais sinon, pour le bilan, donc là, il y a un effet, c'est une bisotopénie, une radiothoraxité normale. On est parti vers la sarcoïdose, la tuberculose, et tout le bilan était négatif. La TDM setup était également normale. Bref, le bilan était tout à fait normal. Un lymphome, on peut l'évoquer ou pas? D'accord. Dans le sens du lymphome? Oui, pourquoi pas? Une lymphomatose intravasculaire avec ses diffusions et lésions. Avec les adénopathies, pourquoi pas? Les adénopathies médiastinales. Donc on reste sur les lymphomes, tuberculose, tuberculose non. Avec le bilan, bilan infection négatif, procalcétonine négative. Et sarcoïdose peut-être. Bon. Plus peut-être lymphome, disons. Avec un quantiférant négatif? Mais c'est vrai qu'on... Ouais. Bon. Donc tuberculose en garde. Ok. Qu'est-ce que vous faites à ce stade-là pour une patiente qui vient? Et ça a été fait. Adénopathie médiastinale, partiellement calcifiée. Du LDH. On fait. Dans l'arrière-pensée d'un lymphome. Ouais. Donc, LDH et d'acide urique, souvent ils font les deux. Mais un lymphome, le tableau clinique ne suit pas parce que c'est des tableaux quand même dramatiques avec une évolution très rapide. Les lymphomes diffus, c'est des tableaux qui vont évoluer alors que c'est la patiente, ça se voit que ça évolue depuis 6 mois. Et là, on avance. Donc, pour notre patient, pendant l'hospitalisation, alors qu'on est dans la recherche étiologique, il s'aggrave. Et heureusement qu'il s'aggrave parce que ça a motivé la réalisation d'une chirurgie pour éviter cet engagement. On est parti vers une ponction du kyste pour réduire l'hypertension intracrânienne parce que la patiente est rentrée dans un tableau d'engagement. Donc, il a biopsie cérébrale, donc il a permis d'évacuer le kyste. Ça a été l'occasion de faire une exérèse qui a confirmé le tableau d'encéphalite granulomatose. Donc, c'est bien une sarcoïdose. Donc, le diagnostic de sarcoïdose a été retenu. La patiente a été mise sous corticoïde et par la suite immunosuppresseur avec une rémission totale des symptômes au bout de 3 mois. Voici son IRM de contrôle où vous voyez quand même de la gliose qui s'installe avec une réduction de la taille du kyste. Donc voilà, donc on retient le diagnostic de neurosarcoïdose. Révélation Qui est psychiatrique. révélé par un tableau psychiatrique. Donc la discussion, sachez que la neurosarcoïdose c'est quand même rare. Et paradoxalement, lorsque la neurosarcoïdose est révélatrice de la maladie, c'est souvent sous forme de tableau de psychose. Donc je donne la parole à mon ami pour ne pas tarder. Donc le message à retenir, c'est que toujours penser à éliminer l'organique, même devant des tableaux purement psychiatriques. Si on avait exactement ça, on a deux façons de faire la médecine. Soit la médecine basée sur la preuve, à ce moment-là, on était dans l'impasse diagnostique, il faudrait faire la biopsie. Soit on allait associer des corticoïdes et des immunosuppresseurs, et la patiente risque d'améliorer, mais on ne saura jamais pourquoi. Exactement. Le seul souci quand on traite et on ne sait pas, c'est qu'on arrête après quelques mois. Exactement. Là, je pense que quand même, la biopsie, elle était quand même importante. Donc, je passe au 3e cas. Donc, c'est une jeune patiente que je viens d'avoir il y a quelques semaines. C'est une patiente qui est née en 93, suivie pour de l'asthme et de l'allergie. Donc, elle est assez jeune. Et puis, depuis 1 an et quelques, elle présente un syndrome anxieux majeur. On n'a pas les détails sur le plan psychiatrique, mais elle est suivie pour dépression, grande anxiété, jusqu'à avec des inhibiteurs de recapture de sérotonine qui l'avaient pas trop amélioré. Et en décembre 2023, déficit des membres inférieurs, limitation du périmètre de marche avec des troubles de l'équilibre. Là, le problème diagnostique ne se pose pas parce que donc c'est patient qui est venu avec une IRM assez évidente pour poser le diagnostic d'une sclérose en plaques. Donc là, on voit l'IRM. Ce serait quand même bien que quelqu'un fasse un peu la description.
Là, je peux prendre le contrôle sur les visibles. Donc, c'est une IRM en coupe axiale qui montre des anomalies signales, prédisposition périventriculaire, juxtacorticale. Je vois pas d'anomalie de signal à l'étage sous-tentoriel. Il y a des lésions protubérantielles. Il n'y a pas de prise de contraste dans les séquences injectées. Et par contre, au niveau du nerf optique, on trouve qu'il y a une anomalie de signal au niveau du nerf optique à gauche. Oui. Sinon, le reste des séquences, je ne vois pas. On va les voir. Voilà. Signe de la veine centrale. Je remercie mon radiologue, Dr Reda Taoussi, qui me fait de belles images. Et des anomalies de signal au niveau médulaire qui sont étagées. Juste une petite parenthèse, dans les nouveaux critères, maintenant le signe de la veine centrale fait partie des critères diagnostiques. Il exige 6. Donc quand on a 6 signes de la veine centrale, ça fait partie des critères de la CEP. Si on trouve 1 ou 2, c'est pas spécifique. Et je vois pas mal de signes de la veine centrale sur des séquences hors van. Alors que non, c'est la séquence van où il faut chercher le signe de la veine centrale. Donc là, elle pose pas de problème. C'est un diagnostic de sclérose en plaques, avec des bandes oligoclonales. Donc tout ça, aucun problème. Elle a été traitée par un collègue ami avec des bolus de méthylprédnisolone. Elle s'améliore sur le plan clinique presque. Elle garde presque pas grand-chose. Une petite ataxie avec une vivacité de réflexe. Mais à côté de ça, elle garde son problème anxieux majeur. Elle a peur de mourir. Elle parle beaucoup. La consultation, elle est fatigante avec elle. Franchement, quand elle vient, je me prépare avant. Parce que je sais que je vais passer... Et à côté de ça, elle a quand même des troubles cognitifs importants. C'est une patiente qui a quand même des difficultés attentionnelles, mais je suis même pas arrivée à faire le SDMT. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment on va la prendre en charge, cette patiente? C'est ta patiente, qu'est-ce que tu lui proposes? Elle a déjà été mise sous antidépresseurs et des Elle anxiolytiques. arrête, elle prend, elle arrête. Elle n'est pas très observante. Donc déjà, faut peut-être s'assurer de l'observance et vraiment tester. Ça va être difficile. C'est une patiente qui est très très anxieuse. Et le pire dans tout ça, c'est qu'en plus, elle me fait une cytolyse post-méthylprédnisolone. Donc elle augmente ses transaminases, elle voit son hépatologue, il n'y a pas d'hépatite. Qu'est-ce que tu lui proposes? C'est un vie, hein? Pardon? Je proposerais la TCC, pourquoi pas? SDMT non possible. Donc imagine cette patiente qui va rester calme, suivre une TCC. Mais la TCC, dont votre collègue il est en train de raisonner autrement. Donc, un patient qui est souffre pour une maladie neurologique organique, qui vous fait des troubles psychiatriques ou des troubles névrotiques, il faut garder à l'esprit que ça peut être des comorbidités pour lesquelles le traitement ne relève pas de la maladie causale, mais plutôt une prise en charge. Comme ça peut être toujours un des symptômes d'évolution de la maladie, notamment sclérose en plaques. Qu'est-ce que vous proposez comme traitement de fond? Lequel? De quelle maladie? De quel traitement de fond? De la trouble psychiatrique ou de la CEP? Qu'est-ce que vous proposez? Parce qu'on lui a pas mis de traitement de fond. Ça veut dire pour vous... Ouais, donc d'emblée, tu commences par un traitement de haute efficacité? Elle a des BOC. Pourquoi pas du Gilenya, par exemple? Elle fait aussi une cytolyse. Donc, Gilenya, effectivement. Donc, il y a deux problématiques. C'est une patiente qui n'est pas observante, qui a des troubles cognitifs, qui propose autre chose. Moi, j'ai envie de mettre l'interférent. Mais est-ce qu'on peut retenir chez notre patiente des manifestations psychiatriques dans le cadre de sa maladie? La charge lésionnelle n'est pas très importante.
Et puis, non seulement il y a des troubles psychiatriques, mais les gros troubles attentionnels. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'elle a d'autre. Il a probablement d'autres troubles cognitifs qu'on n'arrive pas à tester. Donc, on retient des troubles cognitifs. Donc, pas d'interférents. Moi, je mettrais dans ce cas de l'Obadjo. Ça veut dire la question, quelqu'un qui déclare sa maladie, avec bien sûr des signes focaux, mais également des troubles cognitifs au début de la maladie. Ce qui est considéré comme étant un élément de très mauvais pronostic de démarrer la maladie avec des troubles cognitifs. Certes, vous avez l'impression qu'on n'a pas fait une évaluation neuropsychologique détaillée pour étiqueter les différents compartiments neuropsychologiques. Parce qu'elle n'est pas testable, tout simplement. On retient qu'il y a quand même un trouble attentionnel grave, peut-être autre chose associée. Est-ce que cela devrait retentir sur votre décision thérapeutique, votre choix de traitement de première intention? Est-ce que par rapport aux troubles attentionnels, ils ont été décrits par la patiente comme des troubles attentionnels purs, ou bien c'est des troubles attentionnels mixtes qui peuvent rentrer dans une cause neurologique, c'est-à-dire des crises d'épilepsie qui passent en infraclinique? En fait, la patiente est dans un état d'excitation, on a du mal à la canaliser. Donc, non seulement on n'arrive pas à la tester, et on n'arrive même pas à retirer des informations, on est obligé de la canaliser à chaque fois. Elle semble pas avoir de troubles psychiatriques, de manifestations épileptiques. Donc effectivement, les troubles cognitifs, c'est quand même une forme et un petit. Oui, effectivement. Donc les troubles cognitifs dans la sclérose en plaques, c'est des facteurs de gravité. Et il y a une étude chez l'enfant lors de la première poussée. La première poussée, 16% des enfants ont déjà des troubles cognitifs. Donc, le réflexe, en dehors des patients qui ont des troubles psychiatriques, dès qu'on reçoit un patient sclérose en plaques, il faut le tester, si c'est possible. Mais il faut le tester, et en fonction des tests, ça peut impacter la conduite à tenir. Le DSS, en tant que DSS, il n'est pas si mal. Il doit être une petite ataxie. Mais avec l'atteinte cognitive, voilà. Donc, voilà ce qu'on vient de dire. Donc, c'est plutôt un profil neurocognitif. Donc, en fait, c'est une CEP à début neurocognitif, qui est un facteur de très mauvais pronostic. Le fait qu'il y ait une cytolyse et avec des atteintes cognitives, on lui propose d'emblée un traitement de haute efficacité. On attend le JC, on l'a pas encore. Donc, c'est une patiente soit qui va être candidate au Tysabri, et soit à l'Ocrevus. Et juste un petit rappel rapide parce que donc les formes psychiatriques sont très fréquentes déjà au stade de RIS. Donc quand on reçoit un EIS, on vérifie s'il n'y a pas des manifestations psychiatriques et on voit beaucoup ce qu'on appelle les prodromes. C'est des patients qui font des dépressions, qui font un peu de manifestations névrotiques, des céphalées. Donc là, déjà au stade de RIS, on peut avoir des troubles psychiatriques. Et bien sûr, il y a la forme psychocognitive d'emblée qui est d'une forme de mauvais pronostic. L'apparition des symptômes psychiatriques chez des patients souffrant du sclérose en plaques, elle est très fréquente. Et les patients CEP font 2 à 3 fois plus de manifestations psychotiques que dans la population générale. Et bien sûr, la CEP peut débuter par des symptômes psychotiques. Et parfois même l'examen clinique, il n'y a pas grand-chose, c'est-à-dire l'examen neurologique moteur somatique est normal. Bien sûr, en fait, il n'y a pas réellement de corrélation, parce qu'on a parlé tout à l'heure de l'IRM, il n'y a pas de réelle corrélation entre l'IRM et la gravité des atteintes cognitives. Il semblerait que ça prédomine plus dans les régions frontales. Elle avait une lésion au niveau de la ligne médiane, au niveau frontal, au niveau temporal aussi. Et les études suggèrent que la présence d'anomalies de la substance grise favorise cette implication de troubles cognitifs. Et bien sûr, quand on a un patient, c'est les psychiatres, quand on reçoit un premier événement psychiatrique, psychotique, surtout quand il n'y a pas d'antécédents familiaux, il faut faire un examen neurologique précis, éventuellement demander des explorations. En général, ils demandent un scanner, mais ils ne demandent pas d'IRM. Et bien sûr, les manifestations psychiatriques dans la CEP, ça peut être bien sûr une forme neurocognitive, mais il y a aussi des dépressions liées au trait qu'on a vu hier, la présentation de Ayman Touba qui a parlé de la cognition sociale. Et souvent dans la CEP, il y a des troubles de la cognition sociale. Donc c'est des patients un peu hyper émotifs, un peu anxieux, un peu déprimés. L'origine peut être aussi, on annonce un diagnostic grave d'une maladie chronique, donc ça peut être aussi le stress de l'annonce diagnostique, lésionnel comme il vient de voir, et parfois iatrogène, notamment l'interférent. Il ne faut pas minimiser le risque de dépression avec
l'interférent. Donc la frontière reste difficile entre les symptômes considérés comme relevant du registre psychiatrique et ceux appartenant aux troubles cognitifs. Et dès qu'il y a une atteinte cognitive, je pense que ça relève des traitements de haute efficacité. Bon, là, on vient de le dire. Je passe au deuxième cas. En fait, c'est un cas qui m'a été suggéré par Dr Pédespan, qui est neuropédiatre à Bordeaux. C'était une jeune patiente, Perrine, née en 2006. En 2019, elle avait à peu près 13 ans. Elle a fait une anorexie mentale. Et en été 2020, elle a fait des idées délirantes, des crises focales, secondairement généralisées, des troubles de la conscience. Elle a été hospitalisée en réa, intubée, ventilée. Et en fait, c'est un tableau évident d'anticorps anti-NMDA. Ça pose pas de problème. C'est dès qu'on a un jeune, surtout un jeune qui commence par des troubles psychiatriques et qui commence à faire des crises d'épilepsie, et même sans. Et puis, par la suite, il va sombrer avec, surtout, on a des mouvements de mouvements anormaux au niveau de la face. C'est typiquement une encéphalite en anti-NMDA. Elle a été traitée par rituximab. Donc là, il n'y a pas de problème. Vous êtes d'accord jusqu'à maintenant? Eh ben, cette jeune, une année après, elle commence à nous faire des crises d'allure. On appelait ça névrotique. Et puis, on appelait ça KNEP. Je précise la dernière classification. Donc, on parle maintenant de troubles fonctionnels dissociatifs. Donc, ça, c'est la vraie nomination actuelle. Des vrais KNEP qui ont été enregistrés en vidéo. C'est une patiente qui est quand même sous traitement assez efficace, qui est le rituximab. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai envie de l'envoyer chez un psychiatre. C'est ta patiente. Qu'est-ce que tu fais? N'importe quoi, c'est pas grave. Moi, je la renvoie chez elle. Je lui dis que c'est non organique. Donc, c'est un tableau. C'est une jeune. Bon. C'est pour une encéphalite anti-NMDA. Sous traitement. Il doit revoir le psychiatre. En fait. Une évaluation psychiatrique. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? On va venir chez toi. Donc juste avant de l'envoyer chez le psychiatre pour suspicion de KNEP, je ferai quand même un bilan pour rechercher une tumeur et pour traiter la tumeur initiale. Quelle tumeur? Un tératome de l'ovaire. Non, elle a déjà fait ça. D'accord. Non, le bilan de l'encéphalite anti-NMDA a été fait. Il n'y a pas de tératome de l'ovaire. Sûr, parfois on a la coexistence des KNEP avec des crises épileptiques. Est-ce qu'on est sûr à 100% qu'elle fait pas de crise? Elle a fait quand même un enregistrement prolongé. Les crises ressemblent à ce qu'elle fait d'habitude, aux enregistrements vidéo, et c'est sûr que c'est des KNEP. C'est des troubles fonctionnels dissociatifs. J'ai pas encore enlevé la dernière... C'est-à-dire on n'est pas à l'étape du diagnostic de ce phénomène, on est sûr que ce sont des KNEP. Parce que là... On a fait une nouvelle imagerie. Normale. La première imagerie était normale, la deuxième imagerie IRM était normale. Et une PL? Qu'est-ce que tu cherches dans la PL? Et dans quel sens vous faites la PL? Qu'est-ce que tu cherches? Une autre maladie? Une aggravation liée au rituximab? Complications infectieuses du rituximab? Tu fais l'appel. Qu'est-ce que tu fais dans l'appel? Je réfléchis. Mais il y a un truc. Il y a un truc. Ouais. Donc vous restez perplexe. On fait l'appel. En fait, ils ont fait l'appel. Voilà. Ils ont fait l'appel. Hein? Tumorale, donc tu penses à une infiltration tumorale de quelque chose en dehors de l'encéphalite anémienne? Mais l'IRM, il est normal. On a recontrôlé par une nouvelle IRM qui est normale. Oui. Comment? En fait, c'est des manifestations qui changent un petit peu, qui ne sont pas systématisées comme ça. Aucun élément épileptique, c'est sûr, ça n'est pas dans l'épilepsie.
Donc, on fait le SR et on fait quand même les anti-NMDA. D'accord. Donc, on retient la possibilité qu'une rechute de la maladie se forme de CNEP. En fait, ils ont refait les anticorps anti-NMDA dans le SR. Et c'est une rechute d'encéphalite à NMDA. Mais la particularité, bon, c'est une patiente qui n'a pas été améliorée par les traitements psychiatriques, mais qui a été améliorée par les immunoglobulines. Et elle était suivie parce que les neuropédiatres suivent jusqu'à l'âge de 18 ans, donc elle avait 13-14 ans, jusqu'à l'âge de 18 ans. Elle a continué à faire de temps en temps des petites rechutes qu'il gère avec les immunoglobulines, toujours sous rituximab. Elle a pris son bac et là, son suivi s'est arrêté. Et elle a été passée au neurologue d'adulte. Donc, je remercie Pédespan pour cette observation. Et en fait, l'encéphalite à NMDA est une option diagnostique quand même rare, mais qui est importante, surtout chez l'enfant, devant un premier événement psychotique. Donc, classiquement, dans les encéphalites, et sans qu'on connaisse, moi, personnellement, j'ai jamais vu des manifestations névrotiques dans une encéphalite à NMDA. Donc, on connaît les troubles psychotiques chez le jeune, on doit chercher l'encéphalite à NMDA, en particulier dans le LCR. Ça, c'est parce qu'il peut être négatif dans le sang. Et tous les patients qui ont des encéphalites prouvées ont des manifestations psychiatriques inaugurales. Puis par la suite vont venir les signes neurologiques avant de compléter leur tableau clinique. Non, c'est ça. Voilà. Donc là, les anomalies, bon, devant manifestation clinique, le G ici, par contre, il est très très important, on va le voir. L'aspect, ce qu'on appelle le delta brush, quand on le voit une fois, on le rate plus. C'est très évocateur devant un patient qui font des troubles psychiatriques. Elle l'avait. Non, elle avait au début. Donc, parce que l'encéphalite à NMDA, elle n'a pas posé problème diagnostique. Elle avait une IRM normale, un petit delta brush au début, mais après ça a disparu. Le G, là, était normal. Donc les anticorps ils ont une sensibilité, une spécificité plus élevée dans le LCR. Et bien sûr, rechercher obligatoirement un tératome de l'ovaire, en particulier chez les jeunes femmes. En général, chez le jeune, les enfants, c'est plus auto-immun, inflammatoire, et c'est souvent paranéoplasique, c'est la jeune femme. Voilà, un delta brush typique. En fait, c'est des événements très lents qu'on appelle delta. Le delta, c'est ce qui est lent et ample. Et dans ce delta, on voit une activité bêta rythmique très rapide. Et ça donne ce qu'on appelle le delta brush, très typique des encéphalites à NMDA. Donc, les critères diagnostiques, en général, quand on a, même en dehors d'anticorps, quand on a une apparition rapide de moins de 3 mois, d'au moins de 4 à 6 critères majeurs, comportement anormal psychiatrique ou dysfonctionnement cognitif, trouble de la parole, logorrhée, réduction, mutisme, épilepsie, mouvements anormaux ou trouble de la posture, ou trouble de la conscience, parce qu'à la fin, ils finissent par des troubles de la conscience. Oups. Ça part trop rapide. Hein. Bien sûr, on recherche pendant la phase aiguë les troubles dysautonomiques, c'est assez fréquent avec une hypoventilation centrale. Le G, on a vu le delta brush, la pléocytose ou les bandes oligoclonales, l'exclusion d'autres choses. Et bien sûr, ça, c'est des critères en absence d'anticorps. Quand on a les anticorps, le diagnostic est posé. Et les manifestations psychiatriques, en général, inaugurent quand même le tableau clinique. Et souvent, c'est des manifestations qui sont plutôt de l'ordre psychotique. La phase neuronosique, on connaît tous, et surtout, c'est des dyskinésies au niveau de l'orofacial. Donc on arrive à terme de cette session. Je pense que sur les 4 cliniques, vous avez constaté que on peut trouver 2 niveaux de difficulté. Le premier niveau, moins difficile, c'est lorsque vous avez des signes focaux associés à des symptômes psychiatriques. À ce moment-là, le raisonnement il est plus facile et l'IRM aura un rôle important pour clarifier les situations diagnostiques. Et puis les cas les plus difficiles, c'est lorsque vous avez un tableau qui se déclare uniquement par des troubles psychiatriques ou
les aggravations se font sous la forme d'une atteinte psychiatrique. À ce moment-là, le diagnostic il est plus difficile pour rattacher l'aggravation à le trouble psychiatrique comme étant une aggravation de la maladie neurologique. Voilà. Et pour la dernière patiente, c'est-à-dire quand on a des troubles psychotiques, c'est vrai qu'on pense facilement à l'organicité, même chez un patient suivi pour une maladie organique. Et même si on a un patient avec des troubles fonctionnels dissociatifs, anciennement appelés CNEP, il faut aussi rechercher la cause organique. C'est pas obligatoirement psychiatrique. Et voilà, on vous remercie. On vous remercie.